David était-il bon pour vous, enfant demanda Miss Betty après un moment de silence, durant lequel sa tête avait fini par se tenir tranquille. Viviez-vous bien ensemble? Nous étions très heureux, dit ma mère. Monsieur Copperfield n'était que trop bon pour moi. Il vous gâtait, probablement, répartit Miss Betty. J'en ai peur, maintenant que je me trouve de nouveau seule et abandonnée dans ce triste monde, dit ma mère en pleurant. Allons, ne pleurez donc pas, dit Miss Betty. Vous n'étiez pas bien assortie, petite. Si jamais deux individus peuvent être bien assortis, voilà pourquoi je vous ai fait cette question. Vous étiez orpheline, n'est-ce pas? Oui. Et gouvernante? J'étais sous-gouvernante dans une maison où M. Copperfield venait souvent. M. Copperfield était très bon pour moi. Il s'occupait beaucoup de moi. Il me témoignait beaucoup d'intérêt. Enfin, il m'a demandé de l'épouser. Je lui ai dit oui, et nous nous sommes mariés, dit ma mère avec simplicité. Pauvre enfant, dit Miss Betty, les yeux toujours fixés sur le feu. Savez-vous faire quelque chose? Madame, je vous demande pardon, balbutia ma mère. Savez-vous tenir une maison, par exemple, dit Miss Betty. Bien peu, je crains, répondit ma mère, bien moins que je ne devrais. Mais M. Copperfield me donnait des leçons. Avec cela qu'il en savait long lui-même, murmura Miss Betty. Et j'espère que j'en aurai profité, car j'avais grande envie d'apprendre, et c'était un maître si patient. Mais le malheur affreux qui m'a frappé, ici ma mère fut de nouveau interrompue par ses sanglots. Bien, bien, dit Miss Betty. Je tenais très régulièrement mon livre de contes, et je faisais la balance tous les soirs avec M. Copperfield, dit ma mère avec une nouvelle explosion de sanglots. Bien, bien, dit Miss Betty, ne pleurez plus. Et jamais nous n'avons eu la plus petite discussion là-dessus, excepté quand M. Copperfield trouvait que mes 3 et mes 5 se ressemblaient trop, ou que je faisais de trop longues queues à mes 7 et à mes 9, et ma mère recommença à pleurer de plus belle. « Vous vous rendrez malade, dit Miss Betty, et cela ne vaudra rien ni pour vous, ni pour ma filleule. Allons, ne recommencez pas. » Cet argument contribua peut-être à calmer ma mère, mais je soupçonne que son malaise, toujours croissant, y fit plus encore. Il eut un assez long silence, interrompu seulement par quelques interjections que murmurait par-ci, par-là Miss Betty, tout en se chauffant les pieds. David avait placé sa fortune en rente viagère, dit-elle enfin. Qu'a-t-il fait pour vous? Monsieur Copperfield, répondit ma mère avec un peu d'hésitation, avait eu la grande bonté de placer sur ma tête une portion de cette rente. Combien? Demanda Miss Betty. 105 livres sterling, répondit ma mère. Il aurait pu faire plus mal, dit ma tante. Plus mal, c'était tout justement le mot qui convenait à la circonstance, car ma mère se trouvait plus mal, et Peggotty, qui venait d'entrer en apportant le thé, vit en un clin d'œil qu'elle était plus souffrante. Comme Miss Betty aurait pu s'en apercevoir auparavant, elle-même sans l'obscurité, et la conduisit immédiatement dans sa chambre. Puis elle dépêcha à la recherche de la garde et du médecin son neveu Ham Peggotty, qu'elle avait tenu caché dans la maison, depuis plusieurs jours, à l'insu de ma mère, afin d'avoir un messager toujours disponible en un cas pressant. La garde et l'accoucheur, ses pouvoirs alliés, fut extrêmement étonnés lorsqu'à leur arrivée, presque simultanée, y trouvèrent assise devant le feu une dame inconnue d'un aspect imposant. Son chapeau était accroché à son bras gauche et elle était occupée à se boucher les oreilles avec de la ouate. Peggotty ignorait absolument qui elle était. Ma mère se taisait sur son compte. C'était un étrange mystère. La provision de ouate qu'elle tirait de sa poche pour la fourrer dans ses oreilles n'était rien à la solennité de son métier, de son médecin. Le médecin monta chez ma mère, puis il redescendit, décidé à être poli et aimable pour la femme inconnue avec laquelle il allait probablement se trouver en tête-à-tête pendant quelques heures. C'était le petit homme le plus doux et le plus affable qu'on pût voir. Il se glissait de côté dans une chambre pour entrer et pour sortir, afin de prendre le moins de place possible. Il marchait aussi doucement, plus doucement peut-être que le fantôme dans Hamlet. Il s'avançait la tête penchée sur l'épaule, par un sentiment modeste de son humble importance et par le désir modeste de ne gêner personne.
Il ne suffirait pas de dire qu'il était incapable d'adresser un mot désobligeant à un chien. Il ne l'aurait pas même dit à un chien enragé. Peut-être lui aurait-il glissé doucement un demi-mot, rien qu'une syllabe. Et tout bas, car il parlait aussi humblement qu'il marchait. Mais quant à le rudoyer ou à lui faire de la peine, cela n'aurait jamais pu lui entrer dans la tête. Monsieur Chilipe regarda affectueusement ma tante, la salua doucement, la tête toujours inclinée de côté, puis il dit, en portant la main à son oreille gauche. « Est-ce une irritation locale, madame ?»« Moi ?» répliqua ma tante en se débouchant brusquement une oreille. Monsieur Chilipe l'a souvent répété depuis à ma mère, l'impétuosité de ma tante lui causa alors une telle alarme qu'il ne comprend pas comment il put conserver son sang-froid. Mais il répéta doucement. « C'est une irritation locale, madame ?»« Quelle bêtise !» répondit ma tante, et elle se reboucha rapidement l'oreille. Que faire après cela ? Monsieur Chilipe s'assit et regarda timidement ma tante jusqu'à ce qu'on le rappelât auprès de ma mère. Après un quart d'heure d'absence, il redescendit. « Eh bien » dit ma tante en enlevant le coton d'une oreille. « Eh bien, madame, » répondit monsieur Chilipe, « nous avançons tout doucement, madame. »« Bah, bah !» dit ma tante en l'arrêtant brusquement sur cette interjection méprisante. Puis, comme auparavant, elle se reboucha l'oreille. En vérité, monsieur Chilipe l'a souvent dit à ma mère depuis, en vérité, il se sentait presque indigné. À ne parler qu'au point de vue de sa profession, il se sentait presque indigné. Cependant, il se rassit et la regarda pendant près de 2 heures, toujours assise devant le feu, jusqu'à ce qu'il remontât chez ma mère. Après cette autre absence, il vint retrouver ma tante. « Eh bien » dit-elle en ôtant la ouate de la même oreille. « Eh bien, madame, » répondit monsieur Chilipe, « nous avançons, tout doucement, madame. »« Ha, ha, ha !» dit ma tante, et cela avec un tel dédain que monsieur Chilipe se sentit incapable de supporter plus longtemps Miss Betty. Il y avait de quoi lui faire perdre la tête. Il a dit depuis, il aima mieux aller s'asseoir sur l'escalier, dans l'obscurité, en dépit d'un violent courant d'air, et c'est là qu'il attendit qu'on vînt le chercher. Ham Peggotty, témoin digne de foi, puisqu'il allait à l'école du gouvernement et qu'il était fort comme un turc sur le catéchisme, raconta le lendemain qu'il avait eu le malheur d'entr'ouvrir la porte de la salle à manger 1 heure après le départ de M. Chilipe. Miss Betsy parcourait la chambre dans une grande agitation. Elle l'avait aperçu et s'était jetée sur lui. Évidemment, le coton ne bouchait pas assez hermétiquement les oreilles de ma tante, car de temps à autre, quand le bruit des voix ou des pas devenait plus fort dans la chambre de ma mère, Miss Betsy faisait sentir à sa malheureuse victime l'excès de son agitation. Elle lui faisait arpenter la chambre en tous sens, le secouant vivement par sa cravate, comme s'il avait pris trop de laudanum. Elle lui ébouriffait les cheveux, elle lui chiffonnait son col de chemise, elle fourrait du coton dans les oreilles du pauvre enfant, les confondant sans doute avec les siennes. Enfin, elle lui faisait subir toutes sortes de mauvais traitements. Ce récit fut en partie confirmé par sa tante, qui le rencontra à 00h30, un instant après sa délivrance. Elle affirmait qu'il était aussi rouge que moi à ce même moment. L'excellent monsieur Chilipe ne pouvait en vouloir longtemps à quelqu'un, surtout en un pareil moment. Il se glissa dans la salle à manger dès qu'il eut 1 minute de libre et dit à ma tante d'un ton affable. « Eh bien, madame, je suis heureux de pouvoir vous féliciter. »« De quoi ?» dit brusquement ma tante. Monsieur Chilipe se sentit de nouveau troublé par la grande sévérité des manières de ma tante. Il lui fit un petit salut et tenta un léger sourire dans le but de l'apaiser. « Miséricorde ! Qu'a donc cet homme ?» s'écria ma tante de plus en plus impatientée. « Est-il muet ?»« Calmez-vous, ma chère madame, » dit monsieur Chilipe de sa plus douce voix. « Il n'y a plus le moindre motif d'inquiétude, madame. Soyez calme, je vous en prie. » Je ne comprends pas comment ma tante put résister au désir de secouer monsieur Chilipe jusqu'à ce qu'il fût venu à bout d'articuler ce qu'il avait à dire. Elle se borna à hocher la tête, mais avec un regard qui le fit frissonner. « Eh bien, madame, » reprit monsieur Chilipe dès qu'il eut retrouvé un peu de courage, « je suis heureux de pouvoir vous féliciter. Tout est fini, madame, et bien fini. » Pendant les 5 ou 6 minutes qu'employa monsieur Chilipe à prononcer cette harangue,
Ma tante l'observa curieusement. « Comment va-t-elle » dit ma tante en croisant les bras, son chapeau toujours pendu à son poignet gauche. « Eh bien, madame, elle sera bientôt tout à fait bien, j'espère, » répondit M. Chilipe. « Elle est aussi bien que possible pour une jeune mère qui se trouve dans une si triste situation. Je n'ai aucune objection à ce que vous la voyiez, madame. Cela lui fera peut-être du bien. »« Et elle, comment va-t-elle » demanda vivement ma tante. M. Chilipe pencha encore un peu plus sa tête et regarda ma tante d'un air câlin. « L'enfant, dit ma tante, comment va-t-elle » ? « Madame, répondit M. Chilipe, je me figurais que vous le saviez. C'est un garçon. » Ma tante ne dit pas un mot. Elle saisit son chapeau par les brides, le lança comme une fronde à la tête de M. Chilipe, le remit tout bosselé sur sa propre tête, sortit de la chambre et n'y rentra pas. Elle disparut comme une fée de mauvaise humeur ou comme un de ces êtres surnaturels que j'étais, disait-on, appelée à voir par le privilège de ma naissance. Elle disparut et ne revint plus. Mon Dieu, non, j'étais couchée dans mon berceau. Ma mère était dans son lit et Betsy Trotwood Copperfield était pour toujours dans la région des rêves et des ombres, dans cette région mystérieuse d'où je venais d'arriver. La lune, qui éclairait les fenêtres de ma chambre, se reflétait au loin sur la demeure terrestre de tant de nouveaux venus comme moi, aussi bien que sur le monticule sous lequel reposaient les restes mortels de celui sans lequel je n'aurais jamais existé. Chapitre 2. J'observe. Les premiers objets que je retrouve sous une forme distincte quand je cherche à me rappeler les jours de ma petite enfance, c'est d'abord ma mère, avec ses beaux cheveux et son air jeune. Ensuite, c'est Peggotty. Elle n'a pas d'âge, ses yeux sont si noirs qu'ils jettent une nuance sombre sur tout son visage. Ses joues et ses bras sont si durs et si rouges que jadis, il m'en souvient, je ne comprenais pas comment les oiseaux ne venaient pas la becqueter plutôt que les pommes. Il me semble que je vois ma mère et Peggotty placées l'une en face de l'autre. Pour se faire petite, elle se penche ou s'agenouille par terre et je vais en chancelant de l'une à l'autre. Il me reste un souvenir qui me semble encore tout récent du doigt que Peggotty me tendait pour m'aider à marcher. Un doigt usé par son aiguille et plus rude qu'une râpe à muscade. C'est peut-être une illusion, mais pourtant, je crois que la mémoire de beaucoup d'entre nous garde plus d'empreintes des jours d'enfance qu'on ne le croit généralement. De même que je crois la faculté de l'observation, souvent très développée et très exacte chez les enfants. La plupart des hommes faits qui sont remarquables à ce point de vue ont, selon moi, conservé cette faculté plutôt qu'ils ne l'ont acquise. Et ce qui semblerait le prouver, c'est qu'ils ont en général une vivacité d'impression et une sérénité de caractère qui sont bien certainement chez eux un héritage de l'enfance. Peut-être m'accusera-t-on de divagation si je m'arrête sur cette réflexion. Mais cela m'amène à dire que je tire mes conclusions de mon expérience personnelle. Et si, dans la suite de ce récit, on trouve la preuve que dans mon enfance, j'avais une grande disposition à observer, ou que dans mon âge mûr, j'ai conservé un vif souvenir de mon enfance, on sera moins étonné que je me croie en effet des droits incontestables à ces traits caractéristiques. En cherchant, comme je l'ai déjà dit, à débrouiller le chaos de mon enfance, les premiers objets qui se présentent à moi, ce sont ma mère et Peggotty. Qu'est-ce que je me rappelle encore ? Voyons. Ce qui sort d'abord du nuage, c'est notre maison, souvenir familier et distinct. Au rez-de-chaussée, voilà la cuisine de Peggotty qui donne sur une cour. Dans cette cour, il y a, au bout d'une perche, un pigeonnier, sans le moindre pigeon. Une grande niche à chien, dans un coin, sans un seul petit chien. Plus une quantité de poulets qui me paraissent gigantesques et qui arpentent la cour de l'air le plus menaçant et le plus féroce. Il y a un coq qui saute sur son perchoir pour m'examiner tandis que je passe ma tête à la fenêtre de la cuisine. Cela me fait trembler. Il a l'air si cruel. La nuit, dans mes rêves, je vois les oies au long cou qui s'avancent vers moi, près de la grille. Je les revois sans cesse en songe. Comme un homme entouré de bêtes féroces s'endort en rêvant lion. Voilà un long corridor
Je n'en vois pas la fin. Il mène de la cuisine de Peggotty à la porte d'entrée. La chambre revision donne dans ce corridor. Il fait tout noir et il faut la traverser bien vite le soir. Car qui sait ce qu'on peut rencontrer au milieu de ces cruches, de ces pots, de ces vieilles boîtes à thé. Un vieux quinquet l'éclaire faiblement et par la porte entrebâillée, il arrive une odeur bizarre de savon, de câpre, de poivre, de chandelle et de café, le tout combiné. Ensuite, il y a les deux salons. Le salon où nous nous tenons le soir, ma mère, moi et Peggotty, car Peggotty est toujours avec nous quand nous sommes seuls et qu'elle a fini son ouvrage. Et le grand salon où nous nous tenons le dimanche. Il est plus beau, mais on n'y est pas aussi à son aise. Cette chambre a un aspect lamentable à mes yeux, car Peggotty m'a narré, je ne sais pas quand, il y a probablement un siècle, l'enterrement de mon père tout du long. Elle m'a raconté que c'était dans ce salon que les amis de la famille s'étaient réunis en manteau de deuil. C'est encore là qu'un dimanche soir, ma mère nous a lu, à Peggotty et à moi, l'histoire de Lazare, ressuscité des morts. Et j'ai eu si peur qu'on a été obligé de me faire sortir de mon lit et de me montrer par la fenêtre le cimetière parfaitement tranquille, le lieu où les morts dormaient en repos, à la pâle clarté de la lune. Je ne connais nulle part de gazon aussi vert que le gazon de ce cimetière. Il n'y a rien de si touffu que ces arbres, rien de si calme que ces tombeaux. Chaque matin, quand je m'agenouille sur mon petit lit, près de la chambre de ma mère, je vois les moutons qui paissent sur cette herbe verte. Je vois le soleil brillant qui se reflète sur le cadran solaire et je m'étonne qu'avec cet entourage funèbre, il puisse encore marquer l'heure. Voilà notre banc dans l'église, notre banc avec son grand dossier. Tout près, il y a une fenêtre par laquelle on peut voir notre maison pendant l'office du matin. Peggotty la regarde à chaque instant pour s'assurer qu'elle n'est ni brûlée ni dévalisée en son absence. Mais Peggotty ne veut pas que je fasse comme elle, et quand cela m'arrive, elle me fait signe que je dois regarder le pasteur. Cependant, je ne peux pas toujours le regarder. Je le connais bien quand il n'a pas cette grande chose blanche sur lui, et j'ai peur qu'il ne s'étonne de ce que je le regarde fixement. Il va peut-être s'interrompre pour me demander ce que cela signifie. Mais qu'est-ce que je vais donc faire? C'est bien vilain de bâiller, et pourtant, il faut bien faire quelque chose. Je regarde ma mère, mais elle fait semblant de ne pas me voir. Je regarde un petit garçon qui est là près de moi, et il me fait des grimaces. Je regarde le rayon de soleil qui pénètre sous le portique, et je vois une brebis égarée. Ce n'est pas un pêcheur que je veux dire, c'est un mouton qui est sur le point d'entrer dans l'église. Je sens que si je le regardais plus longtemps, je finirais par lui crier de s'en aller, et alors, ce serait une belle affaire. Je regarde les inscriptions gravées sur les tombeaux le long du mur et je tâche de penser à feu Monsieur Bodgers, natif de cette paroisse, et à ce qu'a dû être la douleur de Madame Bodgers quand Monsieur Bodgers a succombé après une longue maladie où la science des médecins est restée absolument inefficace. Je me demande si on a consulté pour ce monsieur le docteur Chilippe, et si c'est lui qui a été inefficace. Je voudrais savoir s'il trouve agréable de relire chaque dimanche l'épitaphe de Monsieur Bodgers. Je regarde Monsieur Chilippe dans sa cravate du dimanche. Puis je passe à la chaire, comme on y jouerait bien. Cela ferait une fameuse forteresse. L'ennemi se précipiterait par l'escalier pour nous attaquer. Et nous les croiserions avec le coussin de velours et tous ses glands. Peu à peu, mes yeux se ferment. J'entends encore le pasteur répéter un psaume. Il fait une chaleur étouffante, puis je n'entends plus rien, jusqu'au moment où je glisse du banc avec un fracas épouvantable et où Peggotty m'entraîne hors de l'église plus mort que vif. Maintenant, je vois la façade de notre maison. La fenêtre de notre chambre est ouverte, et il y pénètre un air embaumé. Les vieux nids des corbeaux se balancent encore au sommet des ormes dans le jardin. À présent, me voilà derrière la maison, derrière la cour où se tiennent la niche et le pigeonnier vide. C'est un endroit tout rempli de papillons, fermé par une grande barrière avec une porte qui a un cadenas. Les arbres sont chargés de fruits plus mûrs et plus abondants que dans aucun autre jardin. Ma mère en cueille quelques-uns, et moi je me tiens derrière elle et je grappille quelques groseilles en tapinois, d'un air aussi indifférent que je peux. Un grand vent s'élève, l'été s'est enfui.
Nous jouons dans le salon, par un soir d'hiver. Quand ma mère est fatiguée, elle va s'asseoir dans un fauteuil, elle roule autour de ses doigts les longues boucles de ses cheveux, elle regarde sa taille élancée et personne ne sait mieux que moi qu'elle est contente d'être si jolie. Voici mes plus anciens souvenirs. Ajoutez-y l'opinion, si j'avais déjà une opinion, que nous avions, ma mère et moi, un peu peur de Peggotty et que nous suivions presque toujours ses conseils. Un soir, Peggotty et moi nous étions seuls dans le salon, assis au coin du feu. J'avais lu à Peggotty une histoire de crocodile. Il fallait que j'eusse lu avec bien peu d'intelligence ou que la pauvre fille eût bien été distraite, car je me rappelle qu'il ne lui resta que ma lecture, qu'une sorte d'impression vague que les crocodiles étaient une espèce de légume. J'étais fatiguée de lire et je tombais de sommeil, mais on m'avait fait ce soir-là la grande faveur de me laisser attendre le retour de ma mère qui dînait chez une voisine, et je serais plutôt mort sur ma chaise que d'aller me coucher. Plus j'avais envie de dormir, plus Peggotty me semblait devenir immense et prendre des proportions démesurées. J'écarquillais les yeux tant que je pouvais. Je tâchais de les fixer constamment sur Peggotty, qui causait assidûment. J'examinais le petit bout de cire sur lequel elle passait son fil et qui était rayé dans tous les sens, et la petite chaumière figurée qui contenait son maître et sa boîte à ouvrage dont le couvercle représentait la cathédrale de Saint-Paul avec un dôme rose. Puis c'était le jour du dé d'acier. Enfin, de Peggotty elle-même, je la trouvais charmante. J'avais tellement sommeil que si j'avais cessé un seul instant de tenir mes yeux ouverts, c'était fini. « Peggotty, dis-je tout à coup, avez-vous jamais été mariée ?»« Seigneur, monsieur Davy, répondit Peggotty, d'où vous vient cette idée de parler mariage ?» Elle me répondit si vivement que cela me réveilla parfaitement. Elle quitta son ouvrage et me regarda fixement, tout en tirant son aiguillet de fil dans toute sa longueur. « Voyons, Peggotty, avez-vous été mariée ?» repris-je. « Vous êtes une très belle femme, n'est-ce pas ?» Je trouvais la beauté de Peggotty d'un tout autre style que celle de ma mère, mais dans son genre, elle me semblait parfaite. Nous avions dans le grand salon un tabouret de velours rouge sur lequel ma mère avait peint un bouquet. Le fond de ce tabouret et le teint de Peggotty me paraissaient absolument semblables. Le velours était doux à toucher et la figure de Peggotty était rude, mais cela n'y faisait rien. « Moi, belle, Davy !» dit Peggotty. « Ah, certes non, mon garçon. Mais qui vous a donc mis le mariage en tête ? Je n'en sais rien. On ne peut pas épouser plus d'une personne à la fois, n'est-ce pas, Peggotty ? Certainement non, dit Peggotty du ton le plus positif. Mais si la personne qu'on a épousée vient à mourir, on peut en épouser une autre, n'est-ce pas, Peggotty ? On le peut, me dit Peggotty, si on en a envie. C'est une affaire d'opinion. Mais vous, Peggotty, lui dis-je, quelle est la vôtre ? En lui faisant cette question, je la regardais comme elle m'avait regardé elle-même un instant auparavant, en entendant ma question. « Mon opinion à moi, dit Peggotty, en se remettant à coudre après un moment d'indécision. Mon opinion, c'est que je ne me suis jamais mariée moi-même, monsieur Davy, et que je ne pense pas me marier jamais. Voilà tout ce que j'en sais. »